Mes parents ont organisé une énorme fête pour le 25e anniversaire de ma sœur jumelle, mais m'ont dit, reste à la maison, personne ne te veut là-bas. Ce soir-là, j'ai fait une réaction allergique et j'ai appelé le 911 seul. Quand l'ambulancier a demandé mes contacts d'urgence, j'ai ri, je n'en ai pas. Il m'a regardé d'un air étrange et a dit, Madame, c'est votre sœur qui a appelé. Et elle nous a dit quelque chose de très différent. Je m'appelle Alay, j'ai 25 ans, et il y a 2 semaines, j'ai failli mourir seul dans mon appartement, pendant que toute ma famille célébrait l'anniversaire de ma sœur jumelle, une fête à laquelle je n'étais pas invité. Quand l'ambulancier m'a demandé mes contacts d'urgence, j'ai ri. Je n'en ai aucun. Mais il m'a regardé bizarrement et a dit, Madame, c'est votre sœur qui a appelé, et elle nous a dit quelque chose de très différent. Cette phrase a tout changé, car ce que Harper leur avait dit n'était pas seulement différent. C'était un mensonge conçu pour s'assurer que je ne me réveillerais jamais pour donner ma version des faits. Avant de vous ramener là où tout a commencé, prenez un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si cette histoire résonne vraiment en vous. Et laissez un commentaire. D'où regardez-vous? Et quelle heure est-il chez vous? Maintenant, laissez-moi vous ramener 4 semaines plus tôt, le jour où ma grand-mère s'est effondrée. L'appel est arrivé à 14h47 un mardi. Je rangeais des livres dans la section enfants de la bibliothèque publique de Millbrook quand mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer. Mademoiselle Parsons, ici l'hôpital général merci. Votre grand-mère, Eleanor Whitmore, a été amenée par ambulance. Elle a fait un AVC. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Je ne me souviens pas avoir attrapé mon manteau. Je ne me souviens pas avoir conduit. Je me souviens juste d'avoir couru dans ces couloirs blancs et stériles jusqu'à ce que je trouve sa chambre. Grand-mère semblait si petite dans ce lit d'hôpital. Des tubes partout, des moniteurs qui bipayaient. Ses cheveux argentés étaient étalés sur l'oreiller, comme une auréole qu'elle avait méritée après 78 ans de bonté. J'ai tiré une chaise tout près et j'ai pris sa main. Elle était froide. Je l'ai tenue quand même. Elle était la seule personne qui ait jamais tenu la mienne. Chaque dimanche, depuis 6 ans, je conduisais 40 minutes pour aller chez elle. On faisait des biscuits au citron. Elle me racontait des histoires sur grand-père. Elle me demandait si je mangeais assez, si je dormais assez, si je vivais assez. Tu me fais penser à lui, disait-elle toujours. Tu aimes en silence, Alay. Mais tu aimes profondément. Ne laisse personne te dire que c'est une faiblesse. Ma mère ne venait jamais. Trop occupée. Harper ne venait jamais. Trop importante. Mais moi, je venais chaque semaine. Le médecin est apparu dans l'encadrement de la porte, jeune, fatigué, un bloc-notes à la main. Elle est stable pour l'instant, a-t-il dit. Mais elle est dans le coma. Nous ne savons pas quand, ni si, elle se réveillera. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Y a-t-il de la famille que nous devrions contacter? Je vais les appeler. Je suis resté assise là, seule, pendant 30 minutes avant que quelqu'un d'autre n'arrive. 30 minutes à lui tenir la main, à chuchoter que j'étais là, qu'elle n'était pas seule. Je ne savais pas alors que c'est moi qui finirais par être seul. Le claquement des talons a annoncé ma mère avant que je ne la voie. Victoria Parsons a balayé la pièce comme si elle lui appartenait, sac de créateur, brushing parfait, le visage arrangé dans une expression qu'elle avait probablement répétée de fille inquiète. Harper la suivait, téléphone à la main, déjà en train d'envoyer des SMS à quelqu'un. Ma sœur jumelle, même visage, même anniversaire, mais une vie complètement différente. Papa suivait en dernier. Greg Parsons, silencieux comme toujours. Il m'a jeté un coup d'œil, puis a détourné le regard. Depuis combien de temps es-tu là? Maman ne m'a pas serré dans ses bras. Elle n'a pas demandé si j'allais bien. Environ 30 minutes. Elle est passée devant moi pour aller au chevet de grand-mère, étudiant les moniteurs comme si elle les comprenait. Le médecin a-t-il dit quelque chose sur son pronostic? Elle est dans le coma. Ils ne savent pas quand elle se réveillera. Harper a enfin levé les yeux de son téléphone. Oh, tu es là. Je pensais que tu serais trop malade pour venir. Les mots ont atterri comme une gifle. Prononcés avec un doux sourire, bien sûr. La spécialité de Harper. Je vais bien. Vraiment? Elle a incliné la tête.
Tu as l'air fatigué, pâle. Tu devrais prendre mieux soin de toi. Maman a coupé court avant que je puisse répondre. Allez, va nous chercher du café. Nous devons parler au médecin en privé. Je suis resté là un instant, attendant que papa dise quelque chose. Il ne l'a pas fait, alors je suis parti. Mais je ne suis pas allé loin. Je me suis arrêté juste devant la porte, faisant semblant de vérifier mon téléphone. Par l'entrebâillement, j'ai entendu la voix de maman. Basse, urgente. A-t-elle dit quoi que ce soit à propos de son testament? Mon sang s'est glacé. Grand-mère était allongée là, peut-être mourante, et la première préoccupation de maman était l'argent. J'ai marché jusqu'au distributeur automatique sur des jambes tremblantes. Je ne le savais pas alors, mais cette question allait tout leur coûter. Mon appartement, ce soir-là, semblait plus petit que d'habitude. 55 mètres carrés, une chambre, une cuisine de la taille d'un placard. Je l'avais décoré avec des trouvailles de friperie et des plantes à qui je parlais quand je me sentais seul. Le Pantouse de Harper au centre-ville avait des fenêtres du sol au plafond et un portier qui connaissait son nom. Je me suis assise sur mon canapé d'occasion, fixant mon téléphone. Le groupe de discussion familiale était actif pour la première fois depuis des mois. Maman avait écrit « Réunion de famille demain 10h chez moi concernant les soins de mère. » Puis Harper, je serai là. J'ai déjà libéré mon emploi du temps. Personne n'a demandé si l'heure me convenait. Personne ne le faisait jamais. J'ai fait défiler les anciens messages. Des mois de silence, puis des photos occasionnelles des réussites de Harper, sa promotion, son petit ami, ses voyages le week-end. Je n'étais dans aucune d'elles. J'ai ouvert le tiroir de ma table de nuit, celui avec les choses importantes, mon passeport, mon certificat de naissance et une lettre. L'enveloppe était jaunie, l'écriture tremblante. Grand-mère me l'avait donné il y a 3 ans lors d'une de nos visites dominicales. Garde ça en sécurité, avait-elle dit. Un jour, quand je ne serai plus là, un homme nommé Monsieur Bennett te trouvera. C'est mon avocat. Il t'expliquera tout. J'avais demandé ce qu'elle voulait dire. Elle avait juste souri et changé de sujet. Je n'ai jamais insisté. Peut-être que j'aurais dû. J'ai relu la lettre maintenant, cherchant des indices. Ma très chère Allais, si tu lis ceci, les choses sont probablement devenues compliquées. Je veux que tu saches que je te vois. Je t'ai toujours vu, et je me suis assuré que l'on prendra soin de toi, peu importe ce que ta mère essaie de faire. Fais confiance à Monsieur Bennett. Il connaît la vérité. Avec tout mon amour, grand-mère. Je l'ai pliée soigneusement et remise à sa place. Qui était Monsieur Bennett? Et quelle vérité grand-mère cachait-elle? Je suis arrivé chez maman à 10h pile. Le salon était déjà disposé comme une salle d'audience. Maman dans le fauteuil, son trône. Harper sur la causeuse, jambes croisées, café à la main. Papa dans le coin, invisible comme toujours. J'ai pris le seul siège vide. Une chaise de salle à manger en bois que quelqu'un avait traînée là. Inconfortable. Probablement intentionnel. Maintenant que nous sommes tous là, a commencé maman, nous devons discuter des soins de mère. L'hôpital demande un mandataire médical. Je peux le faire, ai-je dit. Je lui rends visite chaque semaine. Je connais ses médecins, ses médicaments, Ce ne sera pas nécessaire. Le sourire de maman n'atteignait pas ses yeux. Nous avons décidé que Harper sera son mandataire médical. Elle est plus stable. Harper a hoché la tête comme si c'était une évidence. J'ai un emploi du temps flexible. Et honnêtement, Allais, tu peux à peine prendre soin de toi-même avec tes allergies. Mes allergies n'ont rien à voir avec. Souviens-toi de Thanksgiving dernier, la voix de Harper dégoulinait d'une fausse inquiétude. Tu as eu une réaction et tu as gâché le dîner. Tout le monde a dû partir tôt. J'ai mangé quelque chose dont j'ignorais qu'il contenait des noix. Ce n'était pas. Le fait est, a coupé maman, que nous avons besoin de quelqu'un de fiable. C'est décidé. J'ai regardé papa. Il étudiait ses chaussures. Bien. Le mot avait un goût de cendre. Bien. Maman s'est levée. Séance levée. Oh, et la fête d'anniversaire de Harper est samedi prochain. On fait quelque chose de petit. Seulement la famille. J'ai attendu.
Rien. Harper a croisé mon regard et a eu un sourire narquois. Juste légèrement. Juste assez. Et mon anniversaire, ai-je demandé. C'est le même jour. Maman a agité la main. Tu n'aimes jamais les fêtes de toute façon. Toute cette nourriture que tu ne peux pas manger. C'est plus facile comme ça. Je suis rentré chez moi en silence. 25 ans à être l'arrière-pensée. 25 ans à être la difficile. J'étais fatigué. Si fatigué. Mais je ne savais pas encore que la fatigue était le cadet de mes soucis. Le colis est arrivé vendredi soir. Je préparais le dîner. Poulet grillé nature, légumes à la vapeur, rien qui ne puisse déclencher une réaction, quand la sonnette a retenti. Il n'y avait personne, juste une boîte rose sur mon paillasson, attachée avec un ruban argenté. Je l'ai rentrée, confuse. J'ai vérifié la carte. Joyeux 25e, Serette. Désolé d'avoir été distante ces derniers temps. Voici quelque chose de sucré pour toi. Profite de ta journée demain, Harper. Mon premier instinct a été de la jeter, mais j'ai ouvert la boîte quand même. Des cupcakes, 6 d'entre eux, magnifiquement décorés avec un glaçage à la vanille et des fleurs comestibles. Ils avaient l'air chers, professionnels. L'étiquette disait « Sweet Beginning Bakery », la boulangerie sans noix dont j'avais dit que je l'aimais il y a des années, la seule boulangerie en qui j'avais confiance. Je les ai fixés pendant un long moment. Une partie de moi, la partie logique, hurlait que c'était suspect. Harper ne s'était jamais excusé de rien. Pourquoi commencer maintenant? Mais une autre partie de moi, celle qui se souvenait encore de nos enfants avant que tout ne tourne mal, cette partie la chuchotait, et si elle essayait? Et si l'exclusion de la fête était l'idée de maman et que Harper se sentait coupable? Je détestais cette partie de moi. La partie qui voulait encore que ma sœur m'aime. J'ai posé la boîte sur le comptoir, décidant d'y réfléchir la nuit. Peut-être que je les jetterais le matin. Mais au matin, la solitude a gagné. J'ai reposé le cupcake, décidant de les garder pour demain, mon anniversaire, notre anniversaire. Si je ne pouvais pas célébrer avec ma famille, au moins j'aurais du gâteau. J'ai mis la boîte sur le comptoir de ma cuisine et je suis retourné à mon dîner ennuyeux et sûr. Mais quelque chose me tracassait. J'ai repris la carte, j'ai regardé l'écriture. L'écriture de Harper était toujours pointue, confiante, comme elle. Celle-ci était tremblante, presque nerveuse. Elle l'a probablement juste écrite à la hâte, me suis-je dit. J'ai pris une photo des cupcakes, j'ai failli la poster sur Instagram. Quelque chose m'a arrêté. Cette nuit-là, j'ai rêvé de grand-mère. Elle essayait de me dire quelque chose, mais je ne pouvais pas l'entendre. Elle continuait de pointer ma cuisine, la boîte rose, mais aucun son ne sortait. Je me suis réveillé à 3 heures du matin, le cœur battant. J'aurais dû écouter. 14 novembre, mon 25e anniversaire. Je me suis réveillé dans le silence. Pas d'appel, pas de texto, pas de joyeux anniversaire à l'aile de qui que ce soit. J'ai vérifié mon téléphone 3 fois avant d'accepter la vérité. Ils avaient oublié. Ou pire, ils n'avaient pas oublié. Ils s'en fichaient tout simplement. À midi, j'ai renoncé à attendre. J'ai ouvert Instagram à la place. Erreur. La story de Harper était déjà en ligne. Des dizaines de diapositives, une tente immense dans le jardin ornée de guirlandes lumineuses, un gâteau à 3 étages avec le joyeux 25e Harper en lettres dorées. 200 invités, robe de créateur, photographe professionnel. Le poste de maman est venu ensuite. Si fier de ma belle-fille, Harper. 25 ans de pure bénédiction. Maman fière reine de l'anniversaire. J'ai fait défiler chaque photo. Je n'étais dans aucune d'elles, même pas mentionnée. La légende disait, entourée de tout ce que j'aime. Et moi, sa sœur jumelle, née 7 minutes après elle, je n'étais pas là. Je me suis assise sur le sol de ma cuisine pendant un moment, juste à respirer, essayant de ne pas pleurer. Puis j'ai vu la boîte rose, les cupcakes. J'en ai sorti un, j'y ai planté une unique bougie, je l'ai allumée d'une main tremblante. Joyeux anniversaire à moi, ai-je chuchoté. La flamme a vacillé. Je l'ai soufflé. Personne n'a applaudi. Personne n'a chanté. Personne ne savait.
J'ai retiré le papier, j'ai pris une bouchée. Vanille, sucré, une pointe de quelque chose de noisetté en dessous. J'ai arrêté de mâcher. Noisetté? J'ai regardé le cupcake. Vraiment regardé. Le glaçage était légèrement granuleux. La texture était fausse. Ma gorge a commencé à me gratter. Non, non, non. J'ai craché ce que j'ai pu, mais il était trop tard. L'oppression familière se propageait déjà. Mes lèvres picotaient. Ma langue enflait. Farine d'amande. Les cupcakes étaient faits avec de la farine d'amande. 10 minutes plus tard, je ne pouvais plus respirer. J'ai rampé vers mon sac à main. Épipène. J'avais besoin de mon épipène. Mes mains ont fouillé le sac. Portefeuille, clé, baume à lèvres, vieux reçu, étui vide. J'avais encore oublié de renouveler mon ordonnance. La pièce tournait maintenant, et mes voies respiratoires se fermaient comme un poing. Chaque respiration était une bataille que j'étais en train de perdre. Téléphone. Où était mon téléphone? Je l'ai trouvé sur le comptoir. Je l'ai fait tomber par terre. Je l'ai attrapé. 3 chiffres. C'est tout ce que j'avais à composer. 911. Quelle est votre urgence? Réaction allergique. Ma voix était un râle. Anaphylaxie. Peux pas respirer. Les secours sont en route, madame. Pouvez-vous me dire votre adresse? J'ai étouffé le nom de ma rue. Mon numéro d'appartement. Restez en ligne. Y a-t-il quelqu'un avec vous? Non. Le mot est à peine sorti. Je suis seul. Contact d'urgence? Quelqu'un que nous devrions appeler. J'ai ri. C'est sorti comme un sifflement. Je n'en ai aucun. Une pause. Puis la voix de l'opératrice a changé, confuse. Madame, nous avons en fait déjà reçu un appel à votre sujet, juste 2 minutes avant le vôtre, d'une Harper Parsons. La pièce a basculé. Quoi? Elle a dit. Elle a dit que vous avez des antécédents d'exagération de réactions allergiques, que vous faites ça pour attirer l'attention. Elle nous a dit de ne pas prendre ça trop au sérieux. Je ne pouvais pas traiter l'information, je ne pouvais pas penser. Harper a appelé le 911 avant moi pour leur dire que je faisais semblant. Comment savait-elle que j'aurais une réaction ce soir? Comment le savait-elle? La question a résonné dans mon esprit qui s'assombrissait alors que je m'effondrais sur le sol de la cuisine. Le cupcake gisait à côté de moi, à moitié mangé, à l'air innocent. La dernière chose que j'ai entendue avant de m'évanouir était les sirènes. Ils arrivaient. Mais Harper avait essayé de s'assurer qu'ils ne se presseraient pas. Ma propre sœur avait essayé de me laisser mourir. Je me suis réveillé dans l'ambulance. Lumière fluorescente, masque à oxygène, une piqûre aiguë dans ma cuisse là où quelqu'un avait planté un épipène. La voilà. Un visage d'homme est devenu net. Yeux bruns, gentil mais sérieux. Badge nominatif, Daniel Mitchell, ambulancier. Vous nous avez fait peur, j'ai essayé de parler. Le masque étouffait tout. Doucement a-t-il dit. Vous êtes stable maintenant. Nous sommes presque à l'hôpital. J'ai hoché la tête, fermé les yeux, mais Daniel n'avait pas fini. Mademoiselle Parsons, je dois vous demander quelque chose. Sa voix est devenue plus basse. Votre sœur Harper a appelé le 911 environ 15 minutes avant vous. Mes yeux se sont ouverts brusquement. Elle a dit que vous avez l'habitude de simuler des réactions allergiques pour attirer l'attention. Elle a dit que nous ne devrions pas prendre ça trop au sérieux. Que vous êtes dramatique. J'ai baissé le masque. Ce n'est pas vrai. Je sais. Il a levé un dossier médical. Vos signes vitaux ne manquent pas oxygène à 82% quand nous vous avons trouvé. Gorge presque fermée. Vous étiez en train de mourir pour de vrai. Je l'ai fixé. Je fais ce métier depuis 8 ans, a continué Daniel. Je sais quand quelqu'un fait semblant, et je sais quand quelqu'un essaie de dissimuler quelque chose. Il est resté silencieux un moment. Ma jeune sœur a vécu une situation similaire. Des circonstances différentes, mais des membres de la famille qui ont essayé de lui faire du mal et de la faire passer pour folle. Elle n'a pas survécu. Je ne savais pas quoi dire.
Je n'ai pas pu l'aider à temps, a-t-il dit. Mais peut-être que je peux vous aider, si vous le voulez. Dissimuler quoi? Il n'a pas répondu directement, il m'a juste étudié avec ses yeux attentifs. Comment votre sœur savait-elle que vous auriez une réaction ce soir? Lui avez-vous dit que vous mangiez quelque chose? J'ai secoué la tête lentement. Elle m'a envoyé des cupcakes, ai-je chuchoté. Pour mon anniversaire. L'expression de Daniel a changé. Quelque chose de sombre est passé derrière ses yeux. Je vais vous poser une question, et j'ai besoin que vous réfléchissiez bien. Votre sœur était-elle au courant de votre allergie aux amandes? Je n'ai pas eu besoin de réfléchir. Elle le sait depuis que nous avons 7 ans. Daniel n'a rien dit, mais son silence disait tout. La chambre d'hôpital était calme. Trop calme. Le genre de silence qui appuie contre vos oreilles et vous rappelle à quel point vous êtes vraiment seul. J'étais ici depuis 6 heures. Pas de visiteurs, pas d'appel. Ma famille était probablement encore à la fête de Harper, portant un toast à sa santé, son succès, son tout. Pendant ce temps, j'avais failli mourir sur le sol de ma cuisine. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer. Comme j'avais failli ignorer l'appel de l'hôpital pour grand-mère. Quelque chose m'a dit de répondre cette fois. Mademoiselle Haley Parsons? Une voix d'homme. Professionnel. Mesuré. Oui. Je m'appelle Richard Bennett. Je suis l'avocat de votre grand-mère. Je me suis assise trop vite, grimaçant à cause de la perfusion qui tirait sur mon bras. Monsieur Bennett, de la lettre de grand-mère. Une pause. Elle vous a parlé de moi. Elle m'a donné une lettre il y a 3 ans. Elle a dit que vous me trouveriez le moment venu. Le moment est venu. Sa voix était douce mais urgente. J'ai appris votre hospitalisation par un contact à l'hôpital général, merci. Votre grand-mère est là aussi. Je comprends. Mademoiselle Parsons, nous devons parler ce soir si possible. Je ne suis pas exactement en état d'aller nulle part. Je viendrai à vous. J'ai quelque chose, un document que votre grand-mère a préparé avant son AVC. Elle m'a demandé de le livrer personnellement s'il lui arrivait quelque chose. Il a marqué une pause. Ou à vous. Mon cœur martelait. Quel genre de document? Je préfère vous expliquer en personne. Puis-je passer demain matin? J'ai accepté. Que pouvais-je faire d'autre? Après avoir raccroché, j'ai sorti la lettre de grand-mère de mon sac à main. Je la gardais toujours sur moi, et je l'ai relue. Fais confiance à Monsieur Bennett, il connaît la vérité. Demain, je découvrirai enfin quelle était cette vérité. Mais cette nuit-là, je suis resté éveillé à fixer le plafond, me demandant comment ma propre sœur avait pu faire ça, et plus terrifiant encore, ce qu'elle pourrait faire ensuite. Je veux faire une pause ici un instant. Si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre famille, si vous avez déjà été celui qu'ils ont oublié d'inviter, celui dont ils parlaient au lieu de lui parler, je vous vois. Cette histoire n'est pas finie. La vérité est sur le point d'éclater d'une manière que Harper n'a jamais anticipée. Si cela résonne en vous, appuyez sur le bouton s'abonner et faites-le moi savoir dans les commentaires. Avez-vous déjà découvert un secret de famille qui a tout changé? Maintenant, revenons à ce qui s'est passé ensuite. Harper est arrivée à 9 h le lendemain matin. Elle a balayé ma chambre avec un bouquet de lys blanc, ironique puisque ce sont des fleurs funéraires, et des larmes coulant déjà sur son visage. Oh mon Dieu, allez. Elle s'est précipitée à mon chevet, saisissant ma main. J'étais si inquiète quand j'ai entendu que tu avais eu une autre réaction, j'ai appelé le 911 immédiatement. Derrière elles sont venues maman, papa et 2 tantes que je reconnaissais à peine. La performance avait commencé. Nous avions si peur, a dit maman, tamponnant des yeux qui n'étaient pas humides. Dieu merci, Harper a pensé à appeler. Tante Patricia, la sœur de maman, a tapoté l'épaule de Harper. Tu es une si bonne sœur, tu veilles toujours sur elle. Je les ai observés, tous. Les visages inquiets, les inclinaisons de tête sympathiques. Pas un seul d'entre eux ne m'avait envoyé de texto pour mon anniversaire. Elle a toujours été dramatique à propos de ses allergies, a dit maman à l'infirmière venue vérifier mes signes vitaux. Depuis qu'elle est enfant. Nous avons essayé de l'aider à gérer, mais c'est une condition médicale, a dit l'infirmière sèchement.
Elle a failli mourir. Maman a agité la main. Oui. Eh bien, elle va bien maintenant. Harper a serré ma main. Nous avons essayé de t'inclure à la fête, Allais. J'ai dit à maman que tu devrais venir. Mais tu as dit que tu te sentais trop malade. Tu te souviens. Je n'avais rien dit parce que personne ne m'avait invité. Tante Patricia s'est penchée. Chérie, tu dois prendre mieux soin de toi. Tu ne peux pas continuer à effrayer la famille comme ça. Je voulais crier, jeter les fleurs au visage de Harper, demander pourquoi elle avait appelé le 911 pour dire que je faisais semblant avant même que je sache que j'avais besoin d'aide, mais je ne l'ai pas fait. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai dit « merci à tous d'être venus ». Et j'ai regardé le sourire de Harper vaciller juste une seconde. Quand elle a réalisé que je n'allais pas jouer le jeu, ils sont partis au bout d'une heure. Devoir accompli, conscience tranquille. J'ai attendu que le couloir soit vide. Puis j'ai envoyé un texto à Daniel. Il m'avait donné son numéro avant mon admission. Il m'avait dit de le contacter si je me souvenais de quelque chose d'important. Je me suis souvenu de quelque chose. D'accord. Il est arrivé pendant sa pause déjeuner, toujours en uniforme. Vous avez meilleure mine, a-t-il dit en tirant une chaise tout près. Je dois vous montrer quelque chose. J'ai tendu mon téléphone, la photo que j'avais prise des cupcakes avant de les manger. Sweet Beginning Bakery, a-t-il lu sur l'étiquette. Endroit sympa. Ma sœur commande là-bas. Est-ce qu'ils utilisent de la farine d'amande? Non, c'est leur truc. C'est une boulangerie sans noix. Ma nièce a des allergies. C'est pour ça qu'on y va. Mon estomac s'est noué. Alors ces cupcakes ne venaient pas de Sweet Beginning. L'expression de Daniel s'est durcie. Il a sorti son propre téléphone, a passé un appel. Et, Martinez. J'ai besoin d'une faveur. Peux-tu vérifier s'il y a encore une boîte de cupcakes et des preuves de l'appel d'hier soir? L'appartement des Parsons. Une pause. Il a hoché la tête. Apporte-le à l'hôpital merci et regarde l'étiquette attentivement. 20 minutes plus tard, Martinez est arrivé avec un sac à preuves. À l'intérieur se trouvait la boîte rose. Daniel a pointé le coin de l'étiquette. Tu vois ça? Les bords se décollent. Il y a une autre étiquette en dessous. Il a mis des gants, a soulevé soigneusement l'autocollant du dessus. En dessous, Harvest Moon Bakery, spécialité friandise à la farine d'amande. Quelqu'un a acheté ces cupcakes dans une boulangerie spécialisée dans les produits aux amandes, a dit Daniel lentement. Puis a mis une fausse étiquette par-dessus. Une étiquette d'une boulangerie sans noix. Pour que je ne vérifie pas, pour que je ne soupçonne rien. Quelqu'un voulait que je mange ces cupcakes. Quelqu'un qui savait exactement ce qui allait se passer, et ce quelqu'un avait signé la carte avec le nom de ma sœur. J'avais besoin de preuves. De vraies preuves. Daniel avait un ami, Marcus, qui travaillait en criminalistique numérique, le genre de gars qui récupérait des fichiers effacés pour des affaires de divorce et des enquêtes pour fraude. Il pourrait y avoir quelque chose, ai-je dit à Marcus au téléphone. Quand nous étions adolescents, maman a mis en place un iCloud familial pour nous surveiller. J'en ai été éjecté quand j'ai déménagé, mais je me souviens encore du mot de passe. Maman ne change jamais rien. Ce n'est pas suffisant pour une preuve au tribunal, a dit Marcus. Il faudrait qu'il remette les données volontairement ou obtenir un mandat. Et si j'ai toujours accès? Et si je n'ai jamais été techniquement supprimé, juste oublié? Une pause. Si vous pouvez vous connecter avec vos propres identifiants et que les données partagées sont toujours là, ce sont aussi vos données. C'est légalement gris, mais admissible si nous documentons correctement la chaîne de possession. J'ai essayé l'ancien mot de passe. Ça a marché. L'arrogance de maman s'était finalement retournée contre elle. Marcus a dit qu'il allait y jeter un œil. Sans promesse. 3 jours ont passé. Je suis sorti de l'hôpital, mais je ne suis pas rentré chez moi. Je ne pouvais pas. Pas dans cet appartement avec ses souvenirs de cupcakes et de mort imminente. Au lieu de cela, je suis resté dans un motel près de l'autoroute, j'ai payé en liquide, je ne l'ai dit à personne. Le 4e jour, Marcus a appelé, tu dois voir ça. J'ai conduit jusqu'à son bureau, une pièce exiguë au-dessus d'un pressing. Il a tourné son ordinateur portable vers moi.
des SMS, des centaines, entre Harper et maman. J'ai commencé une semaine avant mon anniversaire. Harper, les cupcakes sont prêts. Je me suis assuré qu'ils utilisent de la farine d'amande. Maman, bien. Si elle les mange, elle aura une réaction. Elle ne renouvelle jamais son épipène à temps. Mes mains se sont engourdies. Harper, et si elle appelle le 911? Maman, j'appellerai d'abord. Je leur dirai qu'elle est dramatique. Ils ne se presseront pas. Harper, intelligent. Maman, le testament de grand-mère. Il ne peut pas lui revenir si elle est incapable ou morte. Je ne pouvais plus respirer. Marcus m'observait attentivement. Il y a plus. Horodatage, métadonnées. Tout concorde. Ce n'est pas fabriqué. J'ai fait défiler plus loin. Maman, une fois mère partie, nous contesterons tout testament qui nomme aller en invoquant ses antécédents de santé mentale. Harper, quels antécédents de santé mentale? Maman, ceux que nous allons créer. Instable, automutilation, simulation de maladie. Qui la croira plutôt que nous? J'ai continué à faire défiler. J'en ai trouvé d'autres. Harper, comment saurai-je quand elle les mangera? Maman, j'ai fait installer une caméra dans le couloir de son immeuble le mois dernier. Couverture de maintenance. Nous verrons quand elle rentrera la boîte et quand ses lumières s'éteindront. Harper, et ensuite j'appelle le 911. Maman, attends 20 minutes après l'extinction des feux. Elle aura mangé d'ici là. Appelle avant elle. Plante l'idée qu'elle est dramatique. Elle m'avait observé. Ma propre mère avait installé une caméra pour me regarder mourir. Un autre message a attiré mon attention. Harper, dois-je signer la carte? Maman, bien sûr. Si elle survit, tu es la sœur aimante qui a envoyé des friandises d'anniversaire. Si elle ne survit pas, tu es la jumelle en deuil qui a essayé de renouer avant qu'il ne soit trop tard. Dans tous les cas, tu gagnes. Harper, génie. J'ai fermé l'ordinateur portable. Elles avaient calculé ma mort comme un budget dans un tableur. Le bureau de Monsieur Bennett ne ressemblait en rien à ce à quoi je m'attendais. Pas d'acajou, pas de fauteuil en cuir, juste un espace modeste au-dessus d'une librairie, encombré de dossiers et sentant légèrement le café. Il avait la soixantaine, des cheveux argentés, des yeux gentils, une poignée de main qui ressemblait à une promesse. Votre grand-mère parlait souvent de vous, a-t-il dit en m'invitant à m'asseoir. Elle était si fière de vous. J'ai failli craquer là, tout de suite. Il a fait glisser une enveloppe Kraft sur le bureau, épaisse, officielle. Mon nom écrit de l'écriture tremblante de grand-mère. Elle a préparé ceci il y a 2 ans, a-t-il expliqué. Après Thanksgiving 2023, elle m'a appelé le lendemain matin, a insisté pour que je vienne immédiatement. Que s'est-il passé à Thanksgiving? Monsieur Bennett a hésité. Elle a entendu quelque chose. Une conversation entre votre mère et votre sœur. Cela l'a profondément troublée. J'ai ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur, un document juridique, dernier testament d'Eleanor Grace Whitmore. J'ai parcouru les pages. Langage juridique, clause formelle, et puis, je lègue par la présente ma résidence principale au 47 Maple Drive, évaluée à environ 1,2 million de dollars, à ma petite-fille, Alléane Parsons. Je lègue en outre mon compte d'épargne contenant environ 300 000 dollars à Alléane Parsons. J'ai levé les yeux. Ça ne peut pas être vrai. C'est vrai. La voix de Monsieur Bennett était ferme. Votre grand-mère a changé son testament après ce Thanksgiving. Elle m'a dit qu'elle avait entendu votre mère dire, une fois qu'elle sera partie, nous nous assurerons qu'elle n'est pas un centime. Elle est faible. Elle ne se battra pas, ma vision s'est brouillée de larmes. Il y avait une lettre glissée derrière le testament. J'ai reconnu l'écriture de grand-mère. Ma très chère Allais, je suis désolé de ne pas avoir pu te protéger davantage. Mais c'est ma façon de m'assurer que tu aies un avenir. Peu importe ce qu'elles font, tu es aimé. N'oublie jamais cela. Elle savait. Elle avait toujours su. Monsieur Bennett a rempli sa tasse de café, m'en a offert. Je ne pouvais pas tenir une tasse sans trembler. Nous pouvons gérer cela discrètement, a-t-il dit. Déposer le testament, transférer les actifs, laisser le système judiciaire suivre son cours.
Vous n'aurez plus jamais à les voir. J'y ai pensé. Vraiment pensé. L'option tranquille, l'option sûre. Partir avec la maison et l'argent de grand-mère et faire semblant que ma mère et ma sœur n'avaient pas essayé de me tuer. Mais ensuite? Elles auraient toujours leur histoire. Pauvre elle est dramatique, toujours à exagérer. Elle le dirait aux tantes, aux oncles, aux cousins. Elle remodèlerait l'histoire jusqu'à ce que je sois la méchante, et pire, elle n'en répondrait jamais. Non, ai-je dit. Monsieur Bennett a haussé un sourcil. Elles doivent répondre de ce qu'elles ont fait, pas seulement à moi, mais à tous ceux à qui elles ont menti. Il m'a étudié un long moment, puis a hoché la tête lentement. Qu'avez-vous en tête? Une réunion de famille à l'hôpital? Dans la chambre de grand-mère? Elle est toujours dans le coma. Pas exactement. J'ai sorti mon téléphone, lui ai montré le texto du neurologue de grand-mère ce matin-là. Le docteur Patel dit que son activité cérébrale a considérablement augmenté au cours des 3 derniers jours. Elle réagit aux voix, serre les mains quand on lui demande. Il pense qu'elle pourrait être dans ce qu'ils appellent un état de conscience minimale, consciente mais incapable de répondre pleinement. C'est un progrès remarquable, a-t-il dit. Une forte stimulation émotionnelle aide parfois les patients à émerger. Rassemblements familiaux, voix familières. J'ai croisé son regard. Je veux qu'elle entende la vérité, même si elle ne peut pas répondre. Et s'il y a une chance qu'elle se réveille pendant ça, je veux qu'elle voie qui est sa vraie famille. Je me suis penché en avant. Je veux qu'elle sache que la vérité a été dite, même si elle ne peut pas répondre, et je veux que tout le monde en soit témoin. Monsieur Bennett a considéré cela. Cela devrait être géré avec soin, légalement, médicalement. Pouvez-vous l'organiser? Je peux. Ce soir-là, j'ai appelé Harper. Il y a une réunion de famille à l'hôpital demain, ai-je dit. Monsieur Bennett sera là. C'est à propos du testament de grand-mère. Silence au bout du fil. Une seconde, 2, puis, bien. Je serai là. Elle a essayé de paraître décontractée, mais j'ai entendu le tremblement en dessous. Elle ne savait pas ce que j'avais. Elle ne savait pas ce qui arrivait. Tant mieux. La chambre d'hôpital de grand-mère n'avait jamais semblé aussi petite. 12 personnes entassées à l'intérieur. 3 tantes, 2 oncles, 5 cousins. Papa dans le coin, silencieux comme toujours. Et au centre, maman et Harper habillées en noir comme si elles étaient déjà à des funérailles. Grand-mère gisait immobile dans son lit. Les moniteurs bipayaient leur rythme régulier, mais plus vite qu'avant. Je l'ai remarqué. L'infirmière m'avait dit que ses signes vitaux étaient élevés toute la matinée, comme si elle savait que quelque chose se passait. Quand je suis entré et que j'ai dit « Je suis là, grand-mère », sa main a tressailli juste légèrement, mais je l'ai vue. Elle se battait pour revenir vers nous. J'ai pris ma position près de la fenêtre, invisible comme d'habitude. C'était bien. Je ne serai plus invisible pour longtemps. Monsieur Bennett se tenait au pied du lit de grand-mère, sa mallette en cuir à ses côtés. Maman a parlé la première. Merci à tous d'être venus. Comme vous le savez, l'état de mère est critique. Harper, en tant que mandataire médical, prendra les décisions concernant ses soins à l'avenir. Harper a hoché la tête gravement. L'image parfaite d'une petite fille responsable. Nous devrions également discuter de sa succession, a continué maman. Pour assurer une transition en douceur le moment venu. Oncle Robert, le frère de maman, a bougé, mal à l'aise. Victoria, Eleanor n'est pas encore partie. Je sais. Je suis simplement pragmatique. Monsieur Bennett s'est éclairci la gorge. En fait, a-t-il dit, c'est moi qui ai convoqué cette réunion. La pièce s'est figée. Je suis l'avocat d'Eleanor. Je m'occupe de ses affaires juridiques depuis 23 ans. Il a sorti une épaisse enveloppe de sa mallette. Et il y a eu un développement qui change tout. Le sang-froid de maman s'est fissuré. Juste une fissure capillaire. Quel développement? Votre mère a laissé des instructions spécifiques. Un testament préparé il y a 2 ans avec des conditions explicites sur la façon dont il doit être lu. La voix de Harper était trop brillante. Nous sommes au courant du testament de mère. Harper et moi sommes les principales bénéficiaires. Vous êtes au courant d'un testament, a corrigé Monsieur Bennett. Mais pas de celui-ci.
La pièce est devenue silencieuse. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas invisible. Tout le monde regardait l'enveloppe dans ses mains. Monsieur Bennet a ouvert l'enveloppe lentement, délibérément. Moi, Eleanor Grace Whitmore, étant saine d'esprit, révoque par la présente tous les testaments et codicilles précédents. Le visage de maman est devenu pâle. Il a continué, je lègue ma résidence principale au 47 Maple Drive à ma petite-fille, Allen Parsons. Je lègue mon compte d'épargne à Allen Parsons. Harper a bondi sur ses pieds. C'est impossible. Mademoiselle Parsons, veuillez vous asseoir. C'est une fraude. La voix de Harper s'est brisée. Allez la manipuler. Grand-mère ne ferait jamais ça. Le testament a été signé et notarié il y a 2 ans. Le ton de Monsieur Bennet n'a pas vacillé. Il a été authentifié par 2 experts indépendants. Il est juridiquement contraignant. J'ai jeté un coup d'œil à papa. Il fixait le testament, le visage pâle. Tu savais, a-t-il chuchoté. Pas à moi, à maman. Tu m'as dit qu'Eleanor avait changé son testament pour inclure Harper à parts égales. Tu as menti. Les yeux de maman ont lancé des éclairs. Greg, pas maintenant. Toutes ces années, tous ces mensonges. Sa voix s'est brisée. Qu'est-ce que j'ignore d'autre? Maman a retrouvé sa voix. Mère était clairement confuse. Elle avait des moments de démence. Elle a subi une évaluation cognitive 1 mois avant de signer. Les résultats sont joints. Son esprit était parfaitement sain. Tante Patricia a regardé entre maman et moi. Victoria, étais-tu au courant de ça? Bien sûr que non. C'est manifestement une sorte d'erreur. Le cousin James a pris la parole. Attendez, pourquoi grand-mère laisserait-elle tout à Allais? Je pensais que Victoria et Harper géraient ses affaires. Une excellente question. Monsieur Bennet a sorti un 2e document. Votre grand-mère a inclus une lettre expliquant sa décision. Elle a demandé qu'elle soit lue à haute voix à la famille. Non. La voix de maman était tranchante. Ce ne sera pas nécessaire. J'ai bien peur que si. Monsieur Bennet m'a regardé. Mademoiselle Parsons, votre grand-mère voulait que vous décidiez. Tous les yeux dans la pièce se sont tournés vers moi. Je me tenais près de la fenêtre, les mains stables pour la première fois depuis des jours. Lisez-la, ai-je dit. Harper a regardé maman. Quelque chose est passé entre elles. Panique, désespoir, culpabilité. Les 3, peut-être. Le sang-froid de maman s'est complètement brisé. Monsieur Bennet, je dois vraiment insister. La lettre, s'il vous plaît, ai-je redit. Et la pièce est tombée dans le silence. Monsieur Bennet a déplié la lettre de grand-mère. Le papier tremblait légèrement dans ses mains. Thanksgiving 2023, a-t-il commencé à lire. J'ai entendu ma fille Victoria dire à Harper, une fois que je serai parti, nous nous assurerons qu'elle n'est pas un centime. Elle est faible. Elle ne se battra pas et des halètements ont parcouru la pièce. Il a continué, ce jour-là, j'ai su que je devais protéger ma Haley. Elle est la seule qui me rend visite parce qu'elle m'aime, pas parce qu'elle veut quelque chose. Maman secouait la tête. Mère était confuse. Elle a mal entendu. Je ne suis pas confuse. La voix de Monsieur Bennet est devenue plus forte, canalisant les mots de grand-mère. Victoria a passé 30 ans à en vouloir à aller parce qu'elle me rappelle mon mari bien-aimé. Harper a passé sa vie à apprendre la cruauté de sa mère. J'ai regardé. Je suis restée silencieuse. J'étais lâche. Des larmes coulaient sur mon visage. Mais je ne serai plus silencieuse. Haley mérite mieux que la famille dans laquelle elle est née. Alors, je lui donne une chance d'avoir une vraie vie. Je prie pour qu'elle l'utilise bien. Monsieur Bennet a baissé la lettre. Oncle Robert s'est tourné vers maman. Victoria, est-ce vrai? Bien sûr que non. Mère était sénile. Elle n'était pas sénile, je me suis avancé. Et elle n'avait pas tort. Tous les yeux sur moi maintenant. Vous voulez savoir pourquoi grand-mère vous a exclu? Parce qu'elle savait de quoi vous êtes capable. J'ai sorti mon téléphone. Et il y a 2 semaines, je l'ai découvert aussi. Le visage de Harper est devenu blanc. Qu'est-ce que c'est? Des SMS entre toi et maman,
planifiant de m'envoyer des cupcakes faits avec de la farine d'amande, planifiant d'appeler le 911 avant moi pour leur dire que je faisais semblant. Ce sont des faux, a crié Harper. Elle les a modifiés. Je suis resté calme. Les messages sont sauvegardés sur le iCloud familial. Monsieur Bennett les a fait vérifier par un expert en criminalistique certifié. Les horodatages correspondent. Les métadonnées sont intactes. La chaîne de possession est documentée. Elle ment. Je ne vous demande pas de me croire. J'ai regardé autour de la pièce chaque visage choqué. Je vous demande de croire les preuves. Maman n'avait pas bougé, n'avait pas parlé depuis que les textos avaient été lus. Ses cheveux parfaitement coiffés semblaient faux maintenant, obscènes dans le contexte de ce qu'elle avait fait. Tante Patricia a marché vers moi. Elle a pris mes mains dans les siennes. Allez, a-t-elle chuchoté. Je suis tellement désolé. Je les ai crus pendant des années. J'ai cru tout ce qu'elle disait sur toi. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Oncle Robert a traversé la pièce pour se tenir à côté de moi. Je t'ai défendu pendant 20 ans, Victoria. J'ai dit à tout le monde qu'elle exagérait. Je t'ai cru. Maman a enfin levé les yeux. Robert, s'il te plaît. Assez. Sa voix s'est brisée. J'ai fini. Harper pleurait toujours, mais les larmes semblaient différentes maintenant. Pas du chagrin, pas du remords. De la peur. Elle a attrapé le bras de maman. On devrait y aller. Elles ont commencé à se diriger vers la porte, et puis une voix. Faible, à peine là, mais incomparable. Victoria. Tout le monde s'est figé. Les yeux de grand-mère étaient ouverts. La pièce est devenue absolument immobile. Les moniteurs de grand-mère bipayaient plus vite. Une infirmière s'est précipitée, a vérifié ses signes vitaux, puis a reculé sous le choc. Elle est réveillée, a soufflé l'infirmière. Elle est vraiment réveillée. Les yeux de grand-mère ont bougé lentement autour de la pièce, se sont posés sur maman, et y sont restés. Mère. La voix de Victoria s'est brisée. Mère, tu es réveillée. Laisse-moi t'expliquer. J'ai entendu. La voix de grand-mère était à peine un murmure. Mais dans cette pièce silencieuse, elle a tonné. J'ai tout entendu. Maman s'est rapprochée. Tu ne comprends pas, elle te manipule depuis des années. Elle n'est pas qui tu penses. Arrête. Un mot. Grand-mère a dit un mot et Victoria s'est figée au milieu de son pas. Je t'ai protégé toute ta vie. La poitrine de grand-mère se soulevait et s'abaissait avec effort. J'ai excusé ta jalousie, ta cruauté. Je me suis dit que ça te passerait en grandissant. Maman, mais... Essayez de faire du mal à Mahaley. Grand-mère a fermé les yeux un instant. Quand ils se sont ouverts, ils étaient durs comme de l'acier. Tu n'es plus ma fille. Victoria a émis un son, quelque chose entre un sanglot et un cri. Harper s'est précipité en avant. Grand-mère, s'il te plaît. Ce n'était pas. On ne voulait pas. Je t'ai tenu quand tu es né. Le regard de grand-mère s'est déplacé vers Harper. Je pensais que tu avais la gentillesse de ton grand-père. J'ai prié pour que tu ne deviennes pas comme ta mère. Une larme unique a roulé sur sa joue ridée. J'avais tort. Harper a reculé, le visage décomposé. Grand-mère a tourné la tête. M'a trouvé. Viens ici, ma chérie. J'ai marché jusqu'à son chevet sur des jambes tremblantes. J'ai pris sa main, chaude cette fois, vivante. Je suis désolé de ne pas avoir pu te protéger plus tôt, a-t-elle chuchoté. Mais maintenant tu te protèges toi-même. Tu n'as pas besoin d'elle. Je sais, grand-mère. Promets-le-moi. Je te le promets. Derrière moi, j'ai entendu la porte s'ouvrir. Se fermer. Victoria et Harper étaient partis, mais leurs dégâts n'étaient pas effacés. Pas encore. La pièce s'est lentement vidée après ça. Les tantes et les oncles sont partis par deux, murmurant des excuses en passant devant moi. Le cousin James m'a pressé l'épaule. La cousine Michelle m'a serré si fort que je ne pouvais plus respirer, mais d'une bonne façon cette fois. Papa s'est attardé près de la porte. Allez. Sa voix était petite. Vaincu. Je suis désolé.
Je l'ai regardé. Vraiment regardé pour la première fois depuis des années. L'homme qui ne m'avait jamais défendu, n'avait jamais pris la parole, ne m'avait jamais choisi une seule fois face à la cruauté de sa femme. Je sais que tu le hais. J'aurais dû. Oui, tu aurais dû. Je ne l'ai pas dit avec colère, juste avec vérité. Mais tu ne l'as pas fait. Il a hoché la tête. Ne pouvait pas croiser mon regard. Je demande le divorce, a-t-il dit doucement. Quoi qu'elle ait fait, quoi qu'elles aient fait, je ne peux pas. Il s'est tu. C'est entre toi et elle. Il est parti sans un autre mot. L'infirmière est revenue voir grand-mère. Elle a dit qu'elle avait besoin de repos. L'émotion avait été trop forte. Je me suis assise à côté de son lit, tenant sa main, la regardant dériver vers le sommeil. Mais ce sommeil était différent. Guérisseur, pas fuyant. Elle aura besoin de rééducation, m'a dit le médecin plus tard. Orthophonie, kinésithérapie. Ce sera un long chemin. Je serai là. Je vois ça. Il a souri. La première véritable gentillesse que je ressentais de la part d'un étranger depuis des semaines. Elle a de la chance de vous avoir. Chanceuse. Drôle de mot. Je ne me sentais pas chanceuse. Je me sentais vidée, épuisée, comme si j'avais escaladé une montagne pour en trouver une autre qui m'attendait. Mais aussi, et c'était nouveau, je me sentais libre. Plus besoin de faire semblant, plus besoin de sourire à travers la cruauté, plus besoin d'espérer qu'elle m'aimerait si j'essayais juste plus fort. Elle m'avait montré exactement qui elles étaient. Et pour la première fois de ma vie, je les croyais. 2 semaines plus tard, les conséquences sont arrivées. La détective Maria Santos de la police de Millbrook m'a appelé un mardi. Mademoiselle Parsons, sur la base des preuves que vous avez fournies, les SMS, le rapport médico-légal, les dossiers médicaux, nous portons plainte contre Harper Parsons pour mise en danger imprudente avec intention de causer des lésions corporelles. J'ai serré mon téléphone plus fort. Et ma mère? Victoria Parsons est inculpée en tant que complice. Elle a aidé à planifier l'attaque et a tenté d'interférer avec l'intervention des secours. Attaque? C'est ce que c'était. Une attaque par ma propre famille. Que se passe-t-il maintenant? Elles seront mises en accusation la semaine prochaine. Étant donné les preuves, le procureur est confiant que nous obtiendrons des condamnations. Harper risque de 1 à 5 ans. Votre mère, des peines similaires. Je l'ai remercié, j'ai raccroché, je me suis assise en silence pendant un long moment. La nouvelle s'est répandue rapidement. L'entreprise de Harper, une prestigieuse agence de marketing du centre-ville, a vu l'histoire aux nouvelles locales. Elle a été licenciée dans les 48 heures. La raison officielle était conduite indigne d'un représentant de l'entreprise. La vraie raison était que personne ne voulait d'une meurtrière en formation pour gérer sa marque. Les amis du Country Club de Victoria ont arrêté d'appeler. Le conseil d'administration de l'association caritative où elle siégeait a discrètement retiré son nom. Les invitations se sont taries. Les déjeuners ont été annulés avec des excuses vagues. Et papa calme et passif, a demandé le divorce. Il a emménagé dans un hôtel, puis un appartement, puis lentement il a commencé à m'appeler. Je n'attends pas le pardon, a-t-il dit lors d'un appel. Je sais que je t'ai failli. C'est vrai. Je veux juste que tu saches. Je le vois maintenant. Ce qu'elles ont fait, ce que je les ai laissées faire. Voir n'est pas la même chose qu'arrêter. Non. Sa voix s'est brisée. Ce n'est pas pareil. Je n'ai pas dit que je lui pardonnais. Je n'étais pas sûr de le faire un jour, mais je n'ai pas raccroché non plus. Un progrès, je suppose. Lent et incertain comme tout le reste. La première fois que je suis entré dans la maison de grand-mère en tant que propriétaire, j'ai pleuré. Pas des larmes de tristesse, pas des larmes de colère. Quelque chose d'autre entièrement, du soulagement, peut-être, ou de l'incrédulité. La maison au 47 Maple Drive était une renaissance victorienne. Bardage blanc, volets bleus, un porche enveloppant où grand-mère avait l'habitude de boire du thé sucré et de regarder le coucher du soleil. J'avais passé chaque été ici quand j'étais enfant, à l'époque où maman me tolérait, avant que Harper ne devienne son enfant prodige et que je ne devienne le fantôme. J'ai marché lentement dans chaque pièce. La cuisine sentait toujours les biscuits au citron.
Le salon avait toujours le fauteuil de grand-père près de la fenêtre, intact depuis sa mort il y a 15 ans. À l'étage, dans la chambre de grand-mère, j'ai trouvé une boîte à chaussures dans le placard. À l'intérieur, chaque dessin que je lui avais fait, chaque poème que j'avais écrit, chaque carte d'anniversaire depuis mes 5 ans. Elle avait tout gardé. Je me suis assise sur son lit et j'ai sangloté jusqu'à ne plus pouvoir respirer. Daniel est passé ce soir-là. Nous parlions plus depuis l'hôpital. Il était devenu quelque chose que je n'attendais pas. Un ami, peut-être plus par la suite, mais pas de précipitation. Qu'est-ce que ça fait, a-t-il demandé. D'avoir un endroit à soi. J'ai regardé autour du porche, la balancelle où grand-mère et moi avions passé d'innombrables heures. Comme si j'appartenais enfin à quelque part. Il a souri. N'a rien dit d'autre. N'avait pas besoin de le faire. Plus tard cette nuit-là, j'ai accroché une photo sur le mur du salon. Grand-mère et moi à sa fête de 75 ans. La seule photo où nous rions toutes les deux. J'ai tracé son visage avec mon doigt. Je vais en prendre soin, ai-je chuchoté. Je le promets. Dehors, le soleil se couchait sur Maple Drive, une lumière dorée à travers de vieilles fenêtres, l'odeur du bois, de la mémoire et de la maison. Pour la première fois en 25 ans, je n'étais pas une arrière-pensée. J'étais exactement là où je devais être. Le texto de Harper est arrivé un mois plus tard. Pouvons-nous parler? Je veux m'excuser, s'il te plaît. J'ai fixé mon téléphone pendant un long moment. Une partie de moi voulait l'ignorer, bloquer son numéro, faire semblant qu'elle n'existait pas. Mais une autre partie, la partie qui se souvenait encore d'avoir partagé un ventre avec elle, d'avoir partagé des anniversaires, d'avoir partagé un visage, cette partie-là avait besoin de dire quelque chose. J'ai tapé soigneusement, édité 3 fois, puis appuyé sur envoyer. Harper, je ne te déteste pas. La haine demande de l'énergie que je ne veux pas gaspiller. Mais je ne te fais pas confiance. Et je ne veux pas de toi dans ma vie. Ce n'est pas une vengeance. C'est une limite. S'il te plaît, respecte-la. Puis j'ai bloqué son numéro. Maman n'a jamais cherché à me joindre. Je pense qu'elle était trop fière. Ou peut-être que ses avocats lui ont dit de ne pas le faire. Quoi qu'il en soit, le silence était un cadeau. Papa appelait une fois par semaine. On parlait de rien d'important. La météo, son nouvel appartement, comment grand-mère allait en rééducation. De petits pas vers quelque chose qui ne guérirait peut-être jamais complètement. J'aurais dû me battre pour toi, a-t-il dit un soir. Chaque fois qu'elle te mettait de côté, j'aurais dû dire quelque chose. Oui, tu aurais dû. J'étais un lâche. Tu l'étais. J'ai marqué une pause. Mais au moins tu es honnête à ce sujet maintenant. Grand-mère faisait des progrès. Sa parole revenait, tout comme son entêtement. Elle serait au centre de rééducation pour encore quelques mois, mais les médecins étaient optimistes. Tu es plus forte qu'ils ne t'ont jamais donné crédit, m'a-t-elle dit lors de ma dernière visite. Je l'ai toujours su. Je l'ai appris de toi. Elle a serré ma main. Je suis fier de toi, allez. Pas pour avoir eu la maison, pas pour l'argent. Pour t'être levé, pour avoir fixé des limites. C'est la chose la plus difficile de toutes, ai-je dit. Oui. Elle a souri. Mais maintenant tu sais comment faire. Je suis assise sur le porche de la maison de grand-mère, ma maison maintenant, regardant le soleil se coucher. Ça fait 3 mois depuis mon anniversaire. 3 mois depuis que j'ai failli mourir seul sur le sol de ma cuisine. 3 mois depuis que j'ai découvert de quoi ma famille était vraiment capable. Le procès de Harper est le mois prochain. Celui de maman est la semaine d'après. Je devrais témoigner. Je n'ai pas hâte d'y être, mais je n'ai pas peur non plus. Mon anniversaire approche à nouveau, 26 ans cette année. J'organise une fête, une petite. Daniel sera là. Quelques amis de la bibliothèque, tante Patricia et oncle Robert, qui sont devenus étonnamment solidaires. Et bien sûr, grand-mère, elle insiste pour venir. Déambulateur et tout. Tu ne peux pas me tenir à l'écart, a-t-elle dit. J'ai déjà raté trop de tes anniversaires. Ce ne sera pas 200 personnes. Il n'y aura pas de photographe professionnel ni de gâteau à 3 étages, mais tous ceux qui viendront voudront vraiment être là. C'est la différence.
Mon téléphone vibre. Le nom de Daniel sur l'écran. Et, je sais qu'il est tôt, mais tu veux dîner quelque part? En tant qu'ami, ou plus, comme tu le sens. Je souris pour la première fois depuis longtemps. Ça ne fait pas mal. J'ai répondu, un dîner me semble parfait. Puis j'ai posé mon téléphone et regardé la dernière lumière s'estomper sur Maple Drive. Voici ce que j'ai appris. La famille, ce n'est pas juste le sang. C'est qui se présente quand vous êtes en train de mourir sur le sol de votre cuisine. C'est qui se bat pour vous quand vous ne pouvez pas vous battre pour vous-même. Et parfois, la meilleure vengeance n'est pas une vengeance du tout. C'est construire une vie si belle qu'il devienne insignifiant. Je ne suis plus invisible. Je ne suis pas l'arrière-pensée, la difficile, le fantôme. Je suis allé, et je suis enfin chez moi. Quelque chose que j'ai apprise de ce voyage, et j'espère que vous les emporterez avec vous. 1. Vos besoins ne sont pas du drame. Vos allergies ne sont pas un inconvénient. Quiconque vous fait vous sentir petit pour vous être protégé ne vous protège pas. 2. Les gens qui vous aiment n'oublient pas votre anniversaire. Ils n'ont pas besoin d'une invitation pour se présenter. 3. Parfois, la personne la plus silencieuse dans la pièce détient la vérité la plus bruyante. Vous n'avez pas besoin de crier pour être entendu. Vous avez juste besoin de preuves et du courage de parler. Si cette histoire vous a ému, j'aimerais entendre vos pensées dans les commentaires. Avez-vous déjà dû fixer des limites avec une famille toxique? Avez-vous déjà découvert qui sont vos vraies personnes? Et si vous êtes nouveau ici, appuyez sur s'abonner. Je poste des histoires comme celle-ci chaque semaine. Il y en a une autre qui vous attend dans la description ci-dessous. Merci d'être là. Merci d'avoir écouté. À la prochaine.